Bonjour, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir sur le stand Audi. Cet après-midi, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir un chef étoilé qui est aussi notre ambassadeur de marque depuis de longues années. S'il vous plaît, j'ai le plaisir d'accueillir Thierry Marx. Chef, la parole est à vous. Vous allez nous parler de circularité, de tous vos beaux projets autour de votre engagement. Oui, non, avec plaisir. D'abord, merci à Audi de m'accueillir. Alors, je suis sûr qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont en train de se dire qu'est-ce qu'il fait là Ben, c'est pas faux. Qu'est-ce que je fais là Il y a quelques années maintenant, j'ai croisé la route de la marque Audi et on s'est entendu sur quelques mots, presque un mantra. Pas de conflit entre tradition et innovation. Vous voyez, ça tient à rien, c'était 2004, 2006, je ne sais plus. Puis après, on a échangé dans les années à venir, on s'est dit pas de conflit entre le beau et l'utile. Et finalement, on retrouve vraiment ces éléments dans la marque Audi, dans la cuisine que j'essaie de préparer au quotidien. Mais à un moment donné, effectivement, quand on regarde une jolie marque de voiture, on regarde une cuisine d'auteur, on se dit mais bravo, c'est formidable, mais ça ne suffit pas. À quel moment un produit, une marque, a un impact social et un impact environnemental? Et ça a été ma grande question il y a quelques années sur savoir ce que allait être la cuisine des années 2050. Globalement, on est en 2050. Désolé de dire ça, mais on est vraiment en 2050 aujourd'hui. Et donc on s'est dit, alors quelle cuisine, quelle gastronomie pour 2070? Est-ce qu'un cuisinier tout seul dans sa cuisine peut envisager ce type de sujet? Je ne le crois pas. Je pense qu'il faut hybrider un certain nombre de cerveaux pour qu'on puisse réfléchir ensemble et forecaster ensemble pour se dire 2050-2070, c'est quelle cuisine? Et effectivement, j'étais d'abord à l'université de Harvard avec David Edwards, on avait créé le premier Food Lab en Europe. Et puis ensuite, je suis retourné à Paris-Saclay avec Sylvie Rotaillot et notamment aussi Raphaël Aumont, avec qui on dirige aujourd'hui, il dirige la chaire universitaire. Alors j'ai essayé de vous présenter un petit peu le CEFIC, le Centre français d'innovation culinaire, pour se dire qu'est-ce que va être la cuisine de demain. Et effectivement, comme qu'est-ce que va être le véhicule de demain. Nous, on s'est dit, on va interroger plein de gens. Parce que entre le consommateur, le chercheur, le biochimiste, le physico-chimiste, les médecins, qu'est-ce que va être la cuisine de demain? Et on avait interrogé en premier, parce qu'on travaillait, et on travaille encore pour l'ESA, sur la nourriture embarquée pour les astronautes. On se disait, on interrogeait les astronautes, on leur disait, mais c'est quoi la gastronomie de demain? Ils me disaient, globalement, on s'en fout un peu. Vous avez un stress hydrique sur la planète. Donc si vous n'arrivez pas à résoudre ce problème de l'eau, eh bien la gastronomie va globalement s'adapter à ce manque d'eau. Donc effectivement, on comprend très très vite que l'ingrédient le plus cher, ça allait être ça. Donc ça veut dire que dans notre approche au CEFIC, on va beaucoup travailler sur les problématiques de l'eau, de la transformation de ce produit, de la préservation de ce produit. Ensuite, on s'est dit sur quelle alimentation on peut travailler, qu'est-ce qu'on peut améliorer dans notre alimentation. Donc là, on a travaillé plutôt avec l'agriculture. Quel sol, quel produit, et définir c'est quoi un bon produit, son impact social, son impact environnemental et son impact nutritionnel. Et là, on va développer tout un schéma autour d'une gamme qui s'appelle Bleu Blanc Cœur. Ensuite, on a travaillé sur effectivement la santé. C'est quoi les problématiques liées à l'alimentation? Si on nourrit mal les sols, si on nourrit mal, on traite mal les animaux, globalement, on a une alimentation qui traitera mal les humains. Donc on a travaillé beaucoup là-dessus. Et ensuite, on a travaillé vraiment pour l'espace. Alors globalement, moi, je ne savais pas ce que ça allait m'apporter de travailler pour l'espace. Et c'est Jean-François Clairvoy, que vous voyez ici, qui nous prépare au vol en 0G, où là, on essaye d'inventer la canette de demain. Mais on va y revenir. Et dans ce vol en 0G, j'interrogeais souvent Jean-François Clairvoy et je disais, mais Jean-François, nos travaux pour l'espace, c'est formidable, mais c'est très sympathique, mais ça sert à quoi? Il dit, c'est pour le bien-être des astronautes, c'est pour ci, c'est pour ça. Mais il m'avait
lancé quelque chose de très intéressant en me disant, mais tu sais, dans une cabine spatiale, tout ce que vous allez faire dans la cabine spatiale va être plus utile pour la Terre que pour les astronautes. Donc, quand il nous dit ça, on se dit, bah, pourquoi? Il nous dit, bah, l'astronaute ne peut pas être malade avec son alimentation. Nous sommes malades de notre alimentation. L'astronaute ne peut pas manquer d'eau. Toute l'eau doit être recyclée dans la cabine. Donc comment on va travailler sur ce recyclage de l'eau? 3, il faut faire attention à ce que vous allez lui fabriquer parce qu'il ne peut pas y avoir de déchets non utilisables dans la cabine. Parce qu'il ne peut pas vivre dans ces déchets pendant 6 mois. Nous vivons dans nos déchets. On a un océan de plastique autour de nous. Donc toutes ces choses, ça nous servait beaucoup. Et en plus, Thomas Pesquet, et j'y viens, dit il me faut une alimentation, mais il me faut aussi une comfort food. Et dans la comfort food, ça veut dire qu'on s'aperçoit que quand on est en vol, éloigné de ses bases, éloigné de ses racines, finalement on a tendance à déprimer, à manquer d'oméga 3, à manquer d'oméga 6. Donc on pourrait nourrir un individu simplement avec une sonde, mais il déprimerait. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il faut fournir aux grands voyageurs, aux astronautes, mais aux grands navigateurs aussi. On a travaillé pour Samantha Davis, et de lui fournir une alimentation qui le ramène à ses racines pour qu'il garde une chose qui s'appelle la commensualité, l'envie de partager et de vivre avec les autres. Et ça, c'est tous les travaux qu'aujourd'hui, slide suivant, sur lesquels nous travaillons. Alors, nous travaillons sur quoi? D'abord, de ramener l'artisanat dans le monde universitaire pour que ces deux mondes, finalement, apprennent à travailler ensemble pour projeter la cuisine et l'alimentation du futur. La recherche fondamentale, bien évidemment, les sciences dures, l'histoire, d'où on est parti jusqu'où on veut aller, et le social. Si on veut réussir notre impact environnemental, il faudra réussir notre impact social, sinon on ne comprend pas ce qu'on nous demande. Et le design, c'est quoi un restaurant demain? C'est quoi un hôtel demain? Aujourd'hui, on vous avait dit stress hydrique 2050. Moi, aujourd'hui, j'ai un vrai problème dans les Pyrénées-Orientales. J'ai déjà des restaurateurs et des hôteliers qui n'ont pas d'eau et qui n'auront pas d'eau cet été. Donc, il faut apprendre à trouver de nouveaux matériaux. Je vais vous donner un exemple très simple. On peut avoir des plaques de 1000 watts ou 5000 watts à induction. C'est extrêmement coûteux. Mais si vous travaillez avec des matériaux nouveaux ou des assemblages de matériaux nouveaux, titane, cuivre, mélange de cuivre et titane, etc., eh bien, vous arrivez à avoir du matériel de cuisine qui sera moins consommateur d'énergie. Ce qui va faire mourir énormément d'entreprises dans les 10 prochaines années, c'est le coût de l'énergie, le coût de l'eau et le coût de l'énergie. Donc, on travaille sur ces matériaux nouveaux qui vont permettre aux nouveaux professionnels d'aller vers 2050-2070 de façon plus engagée et avec un impact environnemental beaucoup plus atténué. Donc voilà un petit peu ce qu'on fait au Centre français d'innovation culinaire. Et je vais vous faire une petite manipulation. Je me méfie parce que quand j'ai la pression comme ça, je la loupe. En plus, il y a Benoît devant moi. Là, Alors, je vous ai dit l'ingrédient le plus cher, c'est l'eau. Donc je vous ai amené de l'eau. Je ne vais pas vous donner de marque, mais là, en l'occurrence, c'est de l'eau de Volvic. Pourquoi j'ai pris de l'eau de Volvic? Parce que quand vous regardez la contre-marque d'une eau, prenez des eaux, Vichy, Badois, enfin peu importe, vous avez une contre-marque et en général, vous avez le taux de calcium. Et c'est intéressant parce que là, il y a une eau qui est spécialement riche en calcium. Excusez-moi, je fais la manip en même temps. Essayez de ne pas me planter. Voilà. Là, j'ai l'eau. Et ici, j'ai quoi? J'ai de la peau d'orange. La peau orange et la peau blanche à l'intérieur de l'orange. C'est rien. Quand vous êtes à l'école hôtelière, vous apprenez à faire une salade d'orange. Là, je suis à l'aise parce que je repars dans ce que je sais faire. Eh bien, vous enlevez la peau avec un couteau, vous faites une jolie salade d'orange, et puis, si vous avez fait une bonne école hôtelière, on vous dit ça, c'est poubelle. Nous, au laboratoire, à Saclay, on se dit, ah non, 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 non. Il n'y a plus de déchets sur la planète. Il n'y a que des coproduits. Et de ces coproduits, on va les apprendre à les traiter. Donc, on se dit, la peau d'orange, on va voir ce que c'est.
Globalement, c'est de la pectine pure et une aromatisation totalement naturelle. Pourquoi on met ça à la poubelle? En fait, on met 30% du fruit à la poubelle, qui est la partie la plus intéressante en termes de saveur et d'odeur. Donc on se dit, on va le cuire. Alors on fait des tests de cuisson. L'avantage d'un laboratoire de recherche, par rapport à une simple cuisine, c'est de vous dire, dans une cuisine, vous ne devez pas vous tromper. Alors je vais vous faire le chef de base. Alors j'ai réinventé la crème pâtissière. En gros, vous enlevez 10 grammes de sucre, vous changez la fécule de pomme de terre par une fécule de maïs, et vous dites, bravo, j'ai revisité un classique. Non, non, vous n'avez rien revisité du tout, c'est la même recette, vous avez simplement atténué 2 ou 3 paramètres qui ne changent rien. Donc, dans un laboratoire de recherche, l'avantage, c'est que vous êtes dans des cahiers d'essai. Donc, ça veut dire que vous êtes là pour vous tromper. D'ailleurs, dans nos cahiers de laboratoire, ce ne sont que des cahiers d'essai. Et là, on va apprendre à se tromper. Exemple, avec la peau d'orange, on va se dire à partir de quel degré ça cuit, à partir de quel degré ça s'évapore, etc., etc. Et puis, on va trouver le bon paramètre qui va nous donner l'utilisation de ce produit, que je continue à ouvrir. Alors, tout ça, tous ces essais, nous amènent à conduire plusieurs expérimentations. Je vous donne un exemple. Je suis allé à l'école hôtelière, comme plein de gens. Quand j'ai appris à cuire les haricots verts, 1 kg de haricots verts, 10 litres d'eau, 100 g de sel. 10 litres d'eau, 100 g de sel. Et l'astuce du chef, secret de recette, hein, ça c'est comme dans Kung Fu Panda, c'est de dire, vous plongez les haricots verts dans de l'eau glacée et vous fixez la chlorophylle. Or que la chlorophylle ne se fixe pas. Et vous cuisez 1 kg de haricots verts dans 10 litres d'eau, or que les haricots verts, c'est 80% d'eau. Donc il suffit que vous mettiez peu de matière grasse, une goutte d'eau, vous démarrez la cuisson au gradient montant, l'eau des haricots verts qui va être extrêmement savoureuse, parce qu'elle a vraiment le goût des haricots verts, eh bien, va cuire les haricots verts, et vous verrez qu'ils resteront verts, et vous aurez fondu la cellulose. Vous voyez, il y a des schémas comme ça, qui est important de comprendre. Si on veut économiser l'eau, par exemple, il faut mieux comprendre ce qu'est un produit. En moyenne, un légume, c'est 80% d'eau. Je peux faire la même chose avec la tomate. On se dit stress hydrique 2050-2070. En moyenne, par mois, quand c'est la saison de la tomate en France, on met 30 tonnes de tomates à la poubelle, quand les cours de la tomate s'écroulent. Un jour, on a réfléchi à ça. Qu'est-ce que c'est qu'une tomate? 80% d'eau. 90% d'eau. On a pris les 30 tonnes de tomates, on a récupéré 25 tonnes d'eau, qu'on a aromatisé ou désaromatisé, et on s'est dit qu'est-ce qu'on en fait? Vous verrez que dans quelques années, vous allez consommer des eaux végétales. Parce qu'on va les réintroduire dans le commerce de l'eau, vu qu'on va manquer d'eau, et comme je le disais, l'eau va être l'ingrédient le plus cher. Donc, juste une petite manipulation, vous allez voir, très simple quand je ne la loupe pas. Je prends cette pulpe. Vous pouvez faire l'expérience à la maison, ça marche très très bien, c'est un peu comme dans Pif Gadget pour ceux qui ont connu. Vous faites cuire les peaux des oranges, tout doucement, vous les mixez et vous les récupérez. Si vous venez sentir ça, s'il y a un nez qui veut sentir, voilà. Et une cuillère d'eau riche en calcium. Et on remue. Et on remue. Vous voyez, je ne triche pas. Et là, j'ai une gélification instantanée. Zéro sucre. Juste le sucre naturel du fruit. Et avec ça, je peux gélifier quasiment ce que je veux. Sans gélatine animale. Sans algues marines, j'ai une gélatine classique. C'est un gélifiant totalement naturel. Alors, l'avantage d'un laboratoire de recherche et de développement, et notamment qu'on soit basé à Paris-Saclay, c'est de se dire, est-ce que je sers simplement à l'univers de l'artisanat des métiers de bouche, cuisine, pâtisserie ou autre, ou est-ce que je peux étendre ma connaissance? Donc, c'est pour ça, quand on vous montre artisan universitaire, recherche fondamentale, mais aussi recherche médicale. Nous avons beaucoup de médecins, et notamment le docteur Alexandra Dalu, qui travaille sur le vieillissement, sur les produits cosmétiques, sur les risques cancer liés à l'alimentation.
Tout ça, c'est de l'expérimentation. Donc, on a une gamme de produits là extrêmement intéressants où le monde de la cosmétique est venu s'intéresser à ça en disant « Ah, produit de la terre à l'assiette, mais pourquoi pas de la terre à la peau ?» Et finalement, on a travaillé avec des laboratoires de la cosmétique qui voulaient absolument avoir un impact environnemental sur leurs nouveaux produits. Et puis, un jour, slide suivant, non, il y a un jour, comme nous sommes une chaire universitaire, alors c'est pas joli ce que je vais vous montrer, mais on s'est dit, on voit 2 médecins arriver chez nous, 2 médecins interventionnistes, qui nous disent votre gélification instantanée, nous, ça nous intéresse. Bon, ouais, je ne comprenais pas pourquoi. On est les spécialistes de l'embolie en France. Tout ce qui est rupture d'une veine, infarctus du myocarde, tout ce qui fait qu'une artère se rompt, ça nous intéresse. Et votre gélification instantanée, ça peut être un produit pour la médecine extrêmement intéressant. Donc voilà, de ça, on arrive à mettre ce type de produit, alors évidemment un peu plus élaboré, parce que c'est sous brevet, donc je ne vais pas vous en dire beaucoup plus, mais à mettre ça, vous voyez qu'on va pouvoir injecter le produit dans un cathéter, et quand la personne fait une embolie, une rupture d'anévrisme par exemple, on peut injecter. Ça, momentanément, ça crée une suture, et le médecin peut intervenir sans risque pour le patient. On n'est pas encore sur les traitements de patients, on est simplement sur le traitement animal. Vous voyez que notre laboratoire de recherche, il est basé à Paris-Saclay. C'est une chaire universitaire, c'est la seule chaire universitaire en Europe sur laquelle on peut s'appuyer pour travailler sur l'alimentation du futur, mais aussi en développant. Et quand on travaille avec une marque comme Audi, on se dit, tout ça, on peut le partager, et puis on peut regarder aussi ce que fait un laboratoire de recherche et développement dans le monde de l'automobile, sur son impact social, sur son impact environnemental. Et notamment sur la partie impact environnemental, je vous ai parlé des déchets et des biodéchets. Eh bien, comment on remplace des tissus, par exemple, dans une voiture, des cuirs dans une voiture, et comment on va chercher ailleurs, dans le recyclage, des produits qu'on peut amener dans un véhicule qui sera un véhicule du futur. Et ça, c'est vraiment des recherches qui nous lient un petit peu avec Audi en se disant, il faut regarder demain, il faut regarder au-dessus de la ligne d'horizon pour se dire, c'est quoi la gastronomie dans les années 2070, c'est quoi le monde du véhicule, de la mobilité dans les années 70, 2070, 2080. Certes, ça vous paraît complètement futuriste, complètement fou, mais quand on a l'audace de regarder un petit peu au-dessus de la ligne d'horizon, on commence à détecter des signaux faibles. Moi, je vous rappelle que je vous ai parlé de l'eau, mais le premier qui m'est parlé de l'eau, c'est 2006, c'était Thomas Pesquet en me disant, mais la gastronomie, vous avez un problème, il n'y a pas d'eau. Donc, immédiatement, on a commencé à réfléchir là-dessus, sur les élevages, sur les produits. Est-ce qu'on va continuer à rester très carnassier, ou est-ce qu'on peut inverser? Est-ce qu'on peut devenir flexitérien en disant, on va dire, on a connu le bœuf-carotte, on peut passer au carotte-bœuf, pardon. Donc, tous ces mécanismes du laboratoire de recherche et de développement, eh bien, ça nous aide dans notre développement, certes de la gastronomie, certes de l'alimentation. C'est quoi l'alimentation du futur? Je vous l'ai dit, en vol, on nous dit attention, on ne peut pas être malade avec le produit. Aujourd'hui, on est souvent malade avec notre alimentation. Comment on travaille sur une alimentation plus saine? Je vous donne 2 chiffres. 1997, 8,5% de gens en situation d'obésité. Aujourd'hui, on est à 18,5% de gens en situation d'obésité. Tout ça en sachant que maintenant, on doit savoir mesurer la qualité d'un produit. C'est quoi un bon produit? Son impact social, son impact environnemental et son impact nutritionnel. Voilà un petit peu pour ce qu'on fait. On peut passer la petite vidéo. Voilà. Ça, c'est un peu l'univers dans lequel on travaille. Alors là, on n'est pas à Saclay, on est à l'atelier. Mais vous voyez, on travaille sur les extractions de saveurs. On travaille sur la compréhension et les mécanismes du produit. On va chercher tout ce qui est molécules qui peuvent nous apporter de la connaissance au travers du produit. Donc on a schématisé ça sur quelques images. Et puis on va voir l'image en vol avec Thomas Pesquet. S'il y a des questions, je suis à votre disposition. Merci beaucoup, chef. Merci. Allez, ça tient, ça bouge pas.